de l'écologie qui dit mais en fait nous on a essayé à notre échelle de se battre et ça a été impossible et l'article se termine sur une phrase que je trouve hallucinante, c'est-à-dire qu'en fait ils se rendent compte selon la plupart des rapports d'évaluation qu'on n'arrivera pas avec la loi climat à l'objectif moins 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, ce qui est la stratégie nationale bas carbone, en gros la route qu'on doit suivre quoi. Une des personnes dit mais en fait vous savez que la Commission européenne a dit moins 55%, donc on devrait être à moins 55%, et là un des conseillers répond moins 55% c'est un autre monde. Voilà. Donc ça montre vraiment le décalage total entre ce qu'il faut faire, la réalité de l'urgence, et là où en est le pouvoir politique et le pouvoir médiatique. Merci. Si vous avez d'autres choses qui vous ont marqué, n'hésitez pas. Okay. Je vais essayer d'être sur quelque chose de positif. Là, c'est le début du quinquennat, mais l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, du coup. Parce que ça montre qu'avec avec une mobilisation forte et qui a été, je pense, hyper intéressante parce que ça a illustré une réelle complémentarité des tactiques. Enfin, voilà, il y a avec à la fois des manifestations, donc l'occupation qui a été aussi très diverse à NDDL et jusque à la résistance face à la police et à la gendarmerie. Lors des expulsions, on voit qu'on peut créer un vrai rapport de force au local et remporter des victoires. Et là, Reporter répertorie depuis 2 ans toutes les luttes locales contre les projets polluants et imposés qu'il y a en France. Et on voit que là, on est à une 50aine de victoires sur 400 luttes répertoriées en 2 ans. Et en plus de ce que ça crée de lutter tous ensemble pendant des années, ça, je pense que c'est hyper important. Ça crée du lien, ça crée une culture de résistance. Et il y a plein de choses qui a derrière ces victoires. Ça montre, je pense, qu'on peut avoir une stratégie assez fine et en fait cibler des multinationales comme Vinci qui étaient là derrière ce projet d'aéroport. Donc voilà, au local et avoir un mouvement écolo qui se structure comme ça par le bas. Et du coup, je vais conclure avec... en fait, c'est les premières choses que j'ai couvertes en matière environnementale, c'était les grèves des jeunes pour le climat. Et du coup, en fait, moi, c'est quand même ça que j'ai trouvé assez structurant aussi ces dernières années, parce que je trouve que ça a redonné un vrai élan au mouvement environnemental, et que même si on n'en parle toujours pas assez, finalement, ça a quand même permis de remettre le sujet un peu sur le devant de la scène et aussi de donner la parole à cette génération qui est la première concernée, qui sera la première affectée et qu'on n'entendait pas en fait jusque-là. Donc pour moi c'était hyper important. Et si je devais ajouter un autre truc, et en vrai j'étais surprise, je pensais que peut-être l'une de vous le prendrait, mais il y a quand même eu toujours dans le positif, positif ou ça dépend de quel côté on le voit, mais 2 condamnations de l'État français parce qu'il n'a pas agi suffisamment en termes environnementaux. C'est négatif dans le sens où ok, on n'agit pas assez. C'est positif dans le sens où maintenant en fait on le montre et on le dit et c'est officiel et il va falloir prendre des mesures quoi. Donc moi je dirais que c'est un peu les 2 choses qui ont été marquantes sur ces 5 dernières années. Merci beaucoup. C'est vrai que ça a été un peu mentionné, ces difficultés politiques, vous les avez mentionnées. Il y a eu 4 ministres différents depuis le début du quinquennat, 4 ministres de l'écologie différents. Est-ce que pour vous, c'est révélateur de la difficulté qu'il y a de mener une politique écologique en France ? Est-ce que vous pensez que... Comment vous voyez ces changements continus dans les ministères, notamment celui de l'écologie, qui est un des ministères qui a le plus vu passer de ministres pendant ces 5 dernières années ? Comment vous voyez ça ? Oui, je pense que c'est révélateur, mais en fait, je pense que ça date pas de ce quinquennat et que on se rappelle de Nicolas Hulot qui démissionne parce que, ce serait un autre fait marquant qu'on aurait pu choisir pour parler d'écologie sur ce quinquennat. Mais en fait, c'était pas le premier. Il y a Delphine Batho sur le quinquennat précédent qui avait été limogée parce qu'elle avait simplement tapé du poing sur la table pour avoir un vrai budget dédié à l'environnement et qu'elle avait pas ça. Donc en fait, je pense que tant que ce ministère sera un ministère à part en fait et qui sera pas suffisamment en lien avec les autres ministères que sont je sais pas ceux de l'économie, ceux de l'agriculture,
tu peux pas agir. Et il y a un livre qui vient de sortir là de Justine Rex, qui est une enquête sur le ministère de l'écologie précisément. Et en fait, c'est précisément de ça qu'elle parle et elle montre tous les blocages qu'il y a. Est-ce que ça tient aux personnalités qui sont à l'intérieur ? Pas que. Et du coup, ça tient aussi au lobby, justement à cette interdépendance qui n'est pas traitée correctement dans les gouvernements pour donner une vraie place à l'environnement. Voilà, ça tient à toutes ces choses-là. Et je pense j'ai pas encore lu tout le livre, j'ai juste eu le temps de le feuilleter, mais je pense qu'il y a vraiment des clés intéressantes dans cette enquête qui est sortie récemment, si ça vous intéresse. Si vous avez envie de rebondir là-dessus. Oui, après, j'ai l'impression que les blocages, on n'est pas obligé de tant rentrer dans les détails que ça et de parler d'en effet, la situation est catastrophique au ministère de la Transition écologique, mais en même temps, j'ai l'impression que dans le monde entier, depuis 50 ans, en fait, il y a quasiment tous les gouvernements organisent le ravage écologique et social actuel. Et que donc, en effet, je pense que ça demande un changement en profondeur qui dépasse ces questions de ministère. Après, peut-être que ça pourrait mieux fonctionner, mais c'est vrai que moi, je suis assez je pense que la voie institutionnelle est totalement bouchée. Et que là, en tout cas, les choses vont plutôt se jouer, en effet, dans la construction d'un rapport de force en dehors des institutions. Et du coup, j'aurais du mal à commenter juste quelque chose sur un ministère en sachant que il y en a quand même un de ministre qu'on a fait partir, donc c'est pas seulement la difficulté d'être ministre de l'écologie. Surtout Pompili, je pense que ça va aller. Elle était ok avec l'idée de faire ce taf-là aussi mal, quoi. C'est très bien résumé, merci. Justement, oui, tu parlais de voie institutionnelle. Et pour rebondir un peu sur ça, est-ce que quand même, malgré tout ce qu'on est en train de dire, c'est vrai qu'on se questionne de plus en plus sur la possibilité des urnes, des élections et du pouvoir institutionnel d'agir sur l'écologie. Est-ce que malgré tout, vous pensez que certains programmes, certains candidats, selon vous, ont un projet en termes d'écologie, ce qui est satisfaisant, et quels sont ces candidats, et sinon, lesquels, pour vous, ont des gros manquements. Comment vous jugez actuellement les différents programmes politiques en termes d'écologie des différents candidats à la présidentielle ? Alors, il y a un certain nombre de comparateurs qui sont sortis ces dernières semaines, et d'ailleurs, il y a notamment celui de l'affaire du siècle qui sort demain. Mais donc, il y a eu un comparateur du réseau Action Climat, il y a eu Greenpeace, il y a eu les Shifters, donc l'association qui est liée au think tank Le Shift, c'est sorti sur France Info. Et il y a aussi I4CE, qui est un cabinet de conseil économique qui a plutôt fait c'est pas vraiment un comparateur, c'est une évaluation des programmes par rapport au financement. Bref, ce qui ressort à peu près de tous ces comparateurs, c'est déjà de façon générale le fait que la majorité des candidats n'ont absolument pas compris l'urgence dans laquelle on est et n'ont pas du tout des mesures à la hauteur. Pour citer par exemple les candidats d'extrême droite comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen, ils concentrent en fait leur politique, ils pensent que leur politique écologique ne peut être que énergétique. Donc en fait, ils ne parlent que de la question énergétique, donc ils ne parlent que du nucléaire, en disant qu'ils vont régler tous les problèmes avec le nucléaire, et ils parlent de démanteler les éoliennes. Or, selon tous les rapports prospectifs, en fait, même si on fait une relance totale de la filière nucléaire, on pourra, avec ça, couvrir que 66% de nos besoins en électricité et en énergie. Donc, de toute façon, on va avoir aussi besoin d'énergie renouvelable. Et ça, tout le monde s'accorde pour le dire. Donc ça montre aussi à quel point il y a un manque de connaissances, et c'est très dangereux parce que c'est des candidats qui vont dans les médias et qui disent beaucoup de bêtises, notamment par exemple Éric Zemmour qui va dire la France c'est 1% des émissions, c'est 1% des émissions mondiales, donc en fait on n'a pas besoin d'agir, etc. Et malheureusement, et là j'y reviens sur les questions médiatiques, les journalistes ne sont pas formés et donc ne vont pas remettre en question ça en disant mais attendez monsieur Zemmour, en fait si on parle de l'empreinte carbone des Français est extrêmement supérieure à l'empreinte carbone mondiale, les effets du dérèglement climatique ne vont pas s'arrêter à la frontière comme le nuage de Tchernobyl. Et en plus, à côté de ça, il y a aussi une nécessité de s'adapter aux impacts. Et en plus, la France a une responsabilité historique. Bref, donc il y a
il y a vraiment certains candidats qui ne sont absolument pas sérieux. Ensuite, il y a aussi les candidats qui donnent l'impression que en fait, les choses vont être faites en faisant une petite chose, ça et là, en prenant des mesures symboliques qui n'ont pas vraiment une appréhension systémique du problème et qui, en fait, aussi parient beaucoup sur la technologie, qui est un pari très, très risqué. Aujourd'hui, je rappelle que, par exemple, l'avion vert, il sera prêt qu'en 2035 et qui ne pourra pas du tout absorber le trafic aérien actuel qui est en constante augmentation, pour ne donner qu'un exemple de ça. Et c'est le cas en fait d'Emmanuel Macron, par exemple, sur son nouveau programme. C'est-à-dire que déjà en 2017, l'écologie n'est pas vraiment au cœur de son programme, mais elle était quand même présente. Aujourd'hui, il n'y a vraiment presque rien. C'est assez hallucinant. Et en même temps, parallèlement à ça, il est vu comme le deuxième candidat le plus sérieux sur l'écologie par les Français. C'est ça qui est extrêmement dangereux aujourd'hui. C'est-à-dire derrière Yannick Jadot. Et donc, en gros, de l'avis de la plupart de ces comparateurs de programmes, les deux candidats qui ressortent, qui sont à la hauteur, qui pourraient nous permettre de faire face à l'urgence et de tenir nos objectifs climatiques, parce que c'est ça, tu l'as rappelé, hein, la France a été condamnée à 2 reprises pour inaction climatique, eh bien, ce sont Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Mais paradoxalement, en fait, par exemple, Jean-Luc Mélenchon est vu plutôt en 4e position sur son sérieux sur l'écologie par les Français, et parfois égalité ou même derrière Valérie Pécresse. Voilà, donc en fait, et je le dis parce que c'est important, c'est-à-dire qu'en fait, il reste qu'une semaine avant cette élection. C'est extrêmement important que vous vous informiez sur les programmes. La plupart des gens ne lisent pas les programmes. S'il vous plaît, lisez les programmes, parce qu'on ne vote pas pour quelqu'un juste parce qu'il a une bonne tête, et malheureusement, c'est encore un peu trop le cas aujourd'hui. Et surtout, partagez les informations sur ces questions. C'est-à-dire qu'en fait, l'écologie ne peut pas être juste un des curseurs à partir duquel on va voter. C'est le curseur principal, c'est le sujet qui conditionne tous les autres. Et donc, il faut absolument partager au maximum les comparateurs de programmes, les informations. Petit instant d'autopromo, moi j'ai fait une vidéo là-dessus sur Blast, donc si vous intéresse, voilà. Mais après, il y a plein de médias indépendants aussi qui ont vraiment bossé sur la question. Et donc voilà. Pour pas faire trop long, pardon. Non, mais c'est très bien. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et je ne savais pas cette info sur Pécresse. C'est quand même assez consternant. Mais et justement, on évoque la méconnaissance probablement de beaucoup de Françaises et Français sur ce sujet-là. Et on parlait des médias, justement. Et à votre avis, pourquoi ce sujet, qui est quand même, voilà, on l'a dit à répéter, c'est une urgence, c'est quelque chose c'est un sujet primordial, pourquoi les médias ont tant de difficultés à s'en saisir? En tout cas, les médias les plus, on va dire, les plus massifs, les plus importants, on va dire. Parce que les médias indépendants, c'est vrai qu'il y a un grand travail qui est fait là-dessus, mais voilà, je pense aux chaînes d'infos continues, par exemple, qui s'en saisissent très très peu, aux journaux nationaux. Pourquoi, pour vous, c'est un sujet qui est tant délaissé par les grands médias? Honnêtement, en fait, je n'arrive pas trop à répondre à cette question, mais je pense que sur les différents... en fait, je pense que c'est plein de facteurs qui se cumulent. Le fait que, effectivement, Paloma l'a dit, on n'est pas formé en fait en tant que journaliste. Aujourd'hui, il y a très très peu de formation pour les journalistes qui intègrent vraiment la question environnementale, climatique, de la biodiversité dans le cursus. Donc en fait, quand tu n'as pas ça dans ton logiciel de pensée, en tant que journaliste ou en tant que rédacteur en chef, tu vas pas te dire ah bah oui, sur tel sujet, même si comme ça on dirait pas qu'il est directement lié à l'environnement, en fait il y a quand même une clé de lecture à donner aux gens pour qu'ils puissent comprendre vraiment ce qui se passe là. Je sais pas, on va parler d'emploi, on va pas penser au réservoir d'emploi, c'était dit sur la table ronde précédente, que peut être la transition écologique. On va parler de santé et on va pas parler des conséquences de la gravité en fait de ce qui se passe en termes de changement climatique sur la santé humaine. Et en fait, c'est vraiment une clé de lecture qui manque dans la formation et du coup dans les rédactions en fait. Et même quand on a des journalistes qui ont parfois une appétence pour le sujet, si les rédacs chefs, eux, n'ont pas la volonté de placer ce sujet-là au centre de leur ligne éditoriale, ça ne change rien en fait. Bien sûr, on peut se battre, il y a des rapports de force en interne, mais c'est pour ça que le travail est beaucoup mieux fait dans des médias qui sont spécialisés comme Reporter, Vers le Média, etc. Des médias effectivement indépendants que dans des grandes rédactions. Après, pour les médias de masse, je pense qu'il y a
je pense que le climat est pas non plus vu comme, enfin le climat et la biodiversité, tous ces enjeux-là sont pas vus comme sexy. Et donc, ils ne font pas vendre. Et on va déprimer les gens. Et on a déjà parlé de la guerre en Ukraine et du chômage. Donc, on ne va pas en plus dire qu'on va tous mourir à cause du dérèglement climatique. Enfin, c'est beaucoup de... C'est vraiment un truc de... Non, mais on en a déjà mis beaucoup. Parlons plutôt de la foire à la saucisse de chez Bidule, tu vois. Donc, il y a plein, en fait, de facteurs qui se cumulent. Et je ne pense pas qu'il y ait une solution unique à ça. Mais pour moi... un des vrais leviers d'action, c'est que ça change dans les rédactions, en fait, que les rédactions elles-mêmes prennent conscience de l'importance et aussi qu'on apprenne à traiter le sujet, parce que ce problème de ça va déprimer les gens, en fait, oui, mais il y a des manières, et on en parlera peut-être plus tard, de traiter le sujet du climat pour que ce soit pas juste, pour que ça fasse pas juste fuir les gens. Et après, il y a même encore une responsabilité du lectorat ou du public de, en fait, partager le bon travail qui est fait, parce qu'il y a aussi du bon travail qui est fait sur le sujet, mais juste il n'est pas lu, il n'est pas vu, il n'est pas partagé. Oui, allez. Ce sera une mini-intervention, parce qu'effectivement, être entouré de journalistes, vous aurez des meilleures réponses un peu inside à donner. Mais pour partager un peu l'expérience, effectivement, de l'affaire du siècle aussi, qui, en fait, on s'est posé la question en venant voir, en voyant les élections arriver, de se dire, en fait, il faut vraiment qu'il y ait un débat entre tous les candidats sur le sujet environnemental uniquement, parce qu'en fait, sinon, ça va être une question dans les 15 dernières minutes d'un débat à la télé. Et du coup, pendant des mois, on est allé voir les journalistes TV qui, d'habitude, font ces entretiens. Ils nous ont tous dit qu'ils étaient super intéressés par le sujet, qu'effectivement, c'était complètement essentiel. Et quand ça remontait au niveau de leur rédaction, là, c'était un non. Donc en fait, toutes les chaînes de télé, y compris le service public, nous ont dit non, en fait, ça n'intéresse pas les gens, il n'y aura pas de débat uniquement sur la question environnementale. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a organisé, ce débat en format un peu grand oral, avec du coup Blast et l'équipe de Jean Massier sur Twitch. Mais en fait, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on en soit arrivé à que des organisations et des journalistes, c'est normal, mais que les organisations aient à payer et à mettre de leur temps pour organiser eux-mêmes un débat sur Twitch plutôt qu'une chaîne de service public. Et en fait, quand on voit le grand oral qu'il y a eu aussi jeudi entre les candidats, on voit aussi ce sentiment de choix éditorial qui est fait derrière, qui est hyper important, parce qu'en fait, non seulement, alors la question climatique dans ce grand oral, c'était 45 secondes, c'est-à-dire qu'on a vraiment chronométré, c'était 45 secondes. Et par contre, les questions people politiques de si vous êtes élu, du coup vous allez aller en femme célibataire à l'Élysée, ou comment avez-vous vécu cette campagne, c'était 34% des échanges. Donc derrière, il y a quand même un choix éditorial de penser que les gens ne sont pas capables de comprendre ces sujets-là, que ça ne va pas les intéresser, et du coup que cette occasion-là unique d'avoir des candidats à qui on demande des réponses et qui peuvent faire de la pédagogie sur une grande chaîne télé, en fait on manque cette occasion-là et ça gêne personne. Ouais, pour ajouter une petite chose, je pense qu'aussi ça fait peur aux journalistes parce qu'il y en a beaucoup qui n'y connaissent rien, donc ils se disent ouh là là, je vais pas m'aventurer là-dedans. Comme les candidats, ça leur fait peur aussi parce qu'il y en a beaucoup qui n'y connaissent rien, ils s'aventurent pas dedans, et donc on n'en parle pas. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on continue à voir l'écologie, et que ce soit d'ailleurs au niveau politique qu'au niveau médiatique, comme une rubrique parmi d'autres. Et donc typiquement, par exemple, la semaine dernière, moi j'étais à une table ronde avec le rédacteur en chef de Ouest France qui me disait non mais nous on parle vachement de climat, d'écologie. Non, il me disait on parle vachement d'environnement. Alors, je lui dis bon, on va arrêter de parler du terme environnement en fait, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut aussi déjà utiliser la bonne sémantique? Donc l'environnement, c'est ce qui nous est extérieur, donc on va parler du vivant parce qu'en fait on fait partie du vivant. Et puis arrêter de dire climat à tout va parce que justement il faut parler d'écologie. En fait, le problème c'est pas que le climat, il y a aussi la biodiversité, il y a aussi les limites planétaires, etc., etc. Donc rien que ça montre que déjà il y a un problème de logiciel qui n'a pas encore été changé. Et ensuite il me disait nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va spécialiser de plus en plus de journalistes sur l'écologie. Et je lui disais mais en fait si vous faites ça, mais vous vous trompez totalement. Il faut que vous formiez tous vos journalistes. Donc, et en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les débats. On le voit sur certaines émissions. En fait, à la fin, on va avoir le moment où on va inviter un journaliste écologie pour poser sa question sur l'écologie. Comme si, en fait, on pouvait régler le problème avec juste une question. Et souvent, en plus, ça va être des questions sur le bien-être animal, etc. Je dis pas que c'est pas important, mais je dis simplement que c'est pas, ça ne peut pas être que le seul sujet. Et souvent, c'est vu à travers ce prisme-là. Et donc, tant qu'on n'aura pas un changement de logiciel à la fois dans le pouvoir et à la fois dans les médias, on pourra pas s'en sortir. Merci beaucoup.
Justement, c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on a souvent l'impression que le sujet écologique est très cloisonné, est très traité effectivement comme un sujet à part, et n'est pas mis en lien avec d'autres sujets de société, auxquels il est pourtant très très lié. Et la question du traitement médiatique se pose aussi, par exemple, quand on lit un rapport du GIEC, c'est vrai que je suis le premier à le reconnaître, ça peut être très très anxiogène, absolument, même parfois terrifiant. Et on a, je pense, l'impression des fois qu'il y a un certain fatalisme, un abandon, on va dire presque, de la part d'un certain nombre de personnes, et de plus en plus, et y compris dans les milieux écologistes. On a de plus en plus tendance à dire, bon, c'est fichu dans tous les cas, à quoi bon encore à essayer. Et à votre avis, est-ce que ce n'est pas aussi un levier sur lequel il faut agir, à changer ce regard et pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ce regard justement très fataliste et finalement très absolument déprimant à chaque fois qu'on parle d'écologie, et essayer aussi de proposer et d'avoir plus un regard tourné autour des solutions et des luttes justement qui peuvent être faites et de ce qui est encore faisable là-dessus plutôt que ce qui est déjà perdu, de mettre les deux en rapport. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez ? En tout cas, je pense qu'en effet, là, la priorité, c'est pas d'alarmer les gens. J'ai l'impression que quand même, la majorité des gens savent que c'est grave. Ok, on connaît tous pas forcément justement ce qu'il y a dans les rapports du GIEC, les mécanismes qu'il y a derrière le dérèglement climatique, à quel point la situation est grave dans plusieurs thématiques, quoi. Enfin, je sais pas, typiquement la baisse de fertilité des sols, leur érosion, enfin... Bien entendu, tout le monde ne sait pas ça, mais en fait, j'ai l'impression que voilà, une fois qu'on sait déjà que c'est grave, même si on n'a pas toutes les informations, en effet, il faut proposer aux gens des manières d'agir concrètement, parce que en fait, j'ai l'impression que oui, ça paraît tellement lointain et tellement grand qu'on ne sait pas comment faire. Et puis qu'en effet, même dans le mouvement climat, je sais pas, en 2019, on s'est remis à faire de la désobéissance civile. Là, on voit qu'il y a plein de groupes locaux d'XR ou du for Climate qui vont même jusqu'au sabotage, et que les gens prennent de plus en plus de risques en fait, et pensent stratégie, etc. Se sont beaucoup documentés, bossent avec les scientifiques et les chercheurs en général, aussi en sciences humaines et sociales d'ailleurs, et que voilà, en tout cas au niveau national, on a l'impression que c'est totalement bloqué. Même le mouvement des jeunes en grève pour le climat, qui dans beaucoup de pays a quand même, au moins en fait les dirigeants ont fait semblant de nous dire oui c'est bien, on va faire des choses. Là en France, Macron il a été odieux avec nous, quoi. Et franchement, même le minimum de, en même temps d'un côté tant mieux. Moi je préfère qu'il nous ait dit vraiment aller manifester en Pologne et des trucs comme ça, plutôt que de nous faire un grand sourire en disant oui je vais le faire, parce que bon, c'est du greenwashing, et là voilà, c'est tellement aberrant, je pense que les gens du coup ont été assez en colère, mais voilà, malgré cette année de mobilisation folle où beaucoup de gens ont vraiment mis toute leur vie de côté et sont épuisés en fait, voilà, le fait qu'on ait rien obtenu, ça fait que maintenant, là j'ai l'impression qu'il faut vraiment montrer que non, en fait il y a, oui il y a on peut agir collectivement, que en effet il y a des leviers, comme je disais tout à l'heure, au local en fait, où voilà, il y a des brèches qui font qu'on peut gagner. Là je suis dans l'organisation aussi des actions contre les méga-bassines avec les soulèvements de la terre là, depuis plusieurs mois. C'est pas du tout encore gagné, mais en fait on avance, et c'est fou en fait. Là, si on enterre ces projets de méga-bassines dans le Marais Poitevin, ça veut dire que dans toute la France probablement il n'y en aura pas, parce que c'est un espace test. Et du coup voilà, quand on rentre un peu dans les détails, dans ces sujets qui peuvent sembler un peu plus locaux, pointus, mais qui en fait voilà, tout est connecté, et quand on a une approche systémique, on se rend compte que les choses peuvent avancer. Et en effet, si on sort justement de tous ces discours d'écologie libérale qu'on nous sort tout le temps, ou qui font que la plupart des gens vont rester dans des petites dynamiques individuelles qui ne sont pas forcément accessibles à tous, c'est sûr que dans ce cas-là, on n'avance pas du tout. Et ouais, je sais pas qui veut revenir là-dessus.
En fait, quand on parle du rapport du GIEC, évidemment, il y a un aspect extrêmement anxiogène, notamment le premier volet qui est sorti cet été et qui est vraiment plus sur les constats. Donc là, on se dit, bon, bah, ok, donc en vrai, on a modifié notre système Terre de façon inédite dans l'histoire de l'humanité et même de son histoire. Et en même temps, le deuxième volet qui est sorti, là, le 28 février, et je rappelle que le troisième volet sort demain sur les solutions pour atténuer le dérèglement climatique, donc solutions. Et en fait, le deuxième volet parle déjà de solutions. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que oui, la moitié de l'humanité est déjà en danger vis-à-vis du dérèglement climatique, etc. Mais en fait, ce dont parle le GIEC et la plupart des rapports prospectifs, c'est qu'on a tout à gagner à changer. Et ça, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas totalement compris. Et tu disais tout à l'heure que les Français étaient conscients du dérèglement climatique. Moi, je pense qu'ils sont conscients, mais qu'ils ne sont pas conscients de la gravité de la situation dans laquelle on est, malheureusement. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, ce dérèglement climatique, il est très palpable en France. Il y a 100 000 personnes qui meurent prématurément chaque année à cause de la pollution de l'air. Pendant l'hiver 2021, il y a un Français sur 5 qui déclare avoir eu froid et qui en a souffert à cause des passoires énergétiques. Il y a plein de problèmes de santé, d'infertilité qui sont liés aux pesticides, aux perturbateurs endocriniens. Enfin, tout ça, c'est très, très concret dans nos vies de tous les jours. Il y a de plus en plus de catastrophes naturelles qui ravagent des vallées entières, comme la vallée de la Roya, etc. etc. Et en fait, ce que dit le GIEC, c'est qu'on peut s'en sortir, mais qu'il va falloir justement prendre en compte les inégalités sociales, les discriminations, qu'il va falloir plus de démocratie, etc. Et qu'en fait, si on fait ça, si on prend en compte la justice sociale, si on prend en compte toutes les populations, on va pouvoir aller vers une meilleure société. Une société dans laquelle on va vivre mieux, dans laquelle on va mieux respirer, dans laquelle on va avoir moins de problèmes de santé. Et pour moi, c'est un peu ça, cet imaginaire qu'il faut aussi réussir à faire émerger aujourd'hui. En fait, c'est déjà, malheureusement, le débat, c'est un peu l'écologie ou la mort. C'est-à-dire qu'en fait, si on continue comme ça, clairement, on va vers un monde à plus 2,7, plus 3 degrés. C'est un monde que même certains scientifiques disent qu'ils ne sont même pas capables d'imaginer. Tellement ça va être chaotique. Et en fait, aujourd'hui, on a la possibilité d'aller vers mieux et on est face à un déni climatique sans précédent. Et donc, ce qu'il faut faire émerger, c'est cet imaginaire de dire, en fait, on a envie d'aller vers cette autre société et on a tout à y gagner. Et malheureusement, c'est absolument pas présent dans le débat public et encore moins, et on l'a vu au moment du débat du siècle, dans les discours des candidats. Et je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit toutes les deux. Et je pense qu'il y a un truc à faire, typiquement dans la pratique journalistique, c'est que souvent, on va parler beaucoup des catastrophes. Et en fait, on ne va pas parler des solutions dont tu parles, des solutions qui sont dans les rapports du GIEC, mais pas que. En fait, il y a plein d'organisations, de scientifiques, etc., qui réfléchissent à ces solutions-là et qui essaient de donner à voir. Mais en fait, encore une fois, c'est pas de ça qu'on parle parce que c'est pas ça qui fait sensation quelque part. Mais pourtant, ce monde désirable, ce monde dans lequel en fait on serait mieux, il est à portée de main à condition qu'on se décide à agir. Et je pense qu'une des méthodes, c'est quand on parle d'une des conséquences du dérèglement climatique, de la chute de la biodiversité, quand on parle de catastrophe en règle générale, c'est pas juste de s'arrêter à dire bon bah voilà c'est une catastrophe, c'est de dire bon bah voilà c'est une catastrophe. Par contre, on peut faire ça, et ça peut être à plein de niveaux différents. Ça peut être parce que toi, tu as besoin de te sentir en tant que personne agissante dans ton quotidien, changer quelque chose dans ton quotidien, mais ça peut être aussi voilà, ce qu'on pourrait faire au niveau politique, au niveau sociétal. Et je pense que c'est des choses qui sont très complémentaires et qu'il ne faut jamais présenter que l'une ou l'autre des solutions. Mais il faut toutes les présenter et il faut le faire au maximum. En fait, moi, j'avais fait un article sur est-ce qu'on doit arrêter de parler des mauvaises nouvelles en termes d'environnement, du vivant, etc. Et en fait, la réponse n'est pas il faut arrêter de parler des mauvaises nouvelles, c'est il ne faut pas parler que des mauvaises nouvelles. Et c'est vraiment, il y a des études de sociologie qui le montrent et qui disent pour faire prendre conscience et pour faire agir les gens, il faut les amener à bouger et c'est pas juste un discours de journalistes ou autres. Enfin, c'est la science, les sciences humaines qui le disent quoi. Qu'il faut vraiment montrer ces solutions à toutes les échelles. Alors, je ne sais pas si ça va complètement répondre à la question, mais c'est ce que m'a inspiré les 3 précédentes interventions. C'est que effectivement dans le côté aussi comment on construit cet imaginaire, ce futur désirable et réussir à montrer en fait que l'écologie, c'est pas un sujet à part, c'est vraiment quelque chose qui doit irriguer notre manière de penser tous les autres défis.
Et ça, typiquement, je pense que c'est très en lien du coup avec aussi la marche du 9 avril qui aura lieu du coup samedi à la veille des élections. Je pense que le constat un peu de dépression qui est dans le mouvement climat, en fait, on peut le retrouver dans plein d'autres mouvements, parce qu'aller parler à des mouvements féministes, des mouvements de lutte contre les violences policières, des gens qui viennent en aide aux migrants, demandeurs d'asile, etc. Enfin, tous, ils sont dans le même état de PLS. Donc vraiment, la question, c'est aussi, et c'est l'idée de cette marche, c'est de se dire, voilà, on sait plus ou moins comment vont se passer ces élections, comment on ne cède pas au fatalisme et comment on arrive en fait à se parler entre mouvements sociaux, à montrer en fait que non seulement nos constats, nos combats, ils sont liés, ils sont peut-être différents, mais en fait ils sont tous nécessaires et ils sont très complémentaires. Et comment on arrive en fait aussi à pas perdre 5 ans de plus, que ce soit si Macron est réélu ou si c'est un autre candidat qui n'arrivera pas à faire avancer ces sujets, voire à les faire carrément reculer. Comment nous, les mouvements sociaux, on se parle. On arrive aussi parfois à considérer peut-être qu'à ce moment-là, en fait, il faudra faire passer le combat d'un autre mouvement plutôt que le nôtre en priorité, parce que c'est aussi comme ça qu'on créera la confiance entre ces mouvements-là et qu'on arrivera à faire émerger aussi cet avenir désirable. Parce qu'en fait, on voit effectivement que toutes les questions, la rénovation thermique du bâtiment, en fait, c'est aussi une question de justice sociale, de lutte contre la précarité. Et en fait, on peut faire ce jeu avec quasiment tous les sujets, de voir les liens avec toutes les luttes qu'il y a. Et ça, c'est assez, je trouve que c'est assez anti-déprime et assez excitant. Donc, je vous invite clairement à venir marcher samedi parce que ça va être grandiose. Merci beaucoup. Justement, c'était un peu la suite de ce qu'on avait, de ce dont on voulait parler. Pardon. Le lien entre l'écologie et différents sujets. Je regardais l'autre jour une interview d'Éric Zemmour, un fascinant personnage, on lui posait une question sur les réfugiés climatiques. Et il répondait à cette question quand on lui disait mais en fait, vous vous rendez bien compte que si vous n'agissez pas sur le climat, il y aura plus de réfugiés. Donc ça va même à l'encontre de ce que vous dites, en fait. Et sa réponse était simplement de dire en fait, il faudra bien leur faire comprendre que non, ils ne passeront pas et que peu importe ce qui se passe dans leur pays, en gros, ils ne viendront pas en France. Et donc ça montre très bien comment différentes problématiques, donc ici la problématique des réfugiés, la problématique climatique, et c'est assez marquant parce beaucoup de candidats passent leur temps à se plaindre des soi-disant millions de réfugiés qui arriveraient toutes les années en France, en oubliant en fait qu'avec le dérèglement climatique, cette proportion augmentera forcément. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces prises de position, même si je pense que j'ai déjà mon petit avis, et aussi, de façon un peu liée, qu'est-ce que vous pensez du fait que justement toutes ces mobilisations sociales rencontrent, et on peut parler de la mobilisation écologique, mais sur d'autres sujets, féministes, etc., rencontrent une répression de plus en plus violente. Est-ce que pour vous, c'est aussi lié au fait qu'on est dans un moment très, de changement et dans un moment un peu décisif aussi pour les années à venir, et que ce soit en termes d'écologie, mais aussi sur d'autres sujets? C'est 2 questions en une, je suis désolé. Vous pouvez répondre à l'une ou à l'autre, ou 2, c'est comme vous voulez. Clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend bien compte qu'on va au-devant d'un monde qui est de plus en plus déréglé et qui va être de plus en plus dur si on n'agit pas. Et donc, forcément, il va y avoir énormément d'impact. On prévoit entre 200 et 250 millions de déplacés climatiques d'ici à 2050. Je pense que c'est important de dire déplacés climatiques parce qu'en fait, il y a beaucoup des personnes qui sont déplacées pour des raisons climatiques le sont aussi de façon intra-pays ou va pas forcément passer une frontière. Donc, c'est pas forcément des réfugiés. Et il y a plein de questions de statut qui se posent par rapport à ça. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre aussi, donc il faut arrêter aussi avec les fantasmes, c'est qu'aujourd'hui, par exemple,
exemple, l'un des pays où il y a le plus grand nombre de déplacés climatiques, c'est au Bangladesh. Donc en fait, les Bangladais ne vont pas se dire bah, tiens, si j'allais à Paris, me réfugier. Voilà. Donc en général, les déplacés climatiques, la plupart des études montrent qu'en fait, ils vont dans des pays transfrontaliers où ils se déplacent à l'intérieur de leur pays. Mais évidemment qu'il va y avoir besoin d'accueil et qu'on n'est absolument pas préparé pour ça et qu'on a vu là avec justement la guerre en Ukraine le deux poids deux mesures qu'il y a eu entre les réfugiés ukrainiens et la vague de réfugiés qu'il y avait eu dans les précédentes années et notamment de la guerre civile en Syrie, ce qui est absolument pas normal et ce qui aussi dénote d'un racisme systémique au sein du pouvoir et de beaucoup de choses aussi à faire bouger par rapport à tout ça. Après, de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on ne renforce pas nos liens sociaux, si on ne renforce pas nos démocraties, on va être extrêmement vulnérable à tous les chocs à venir. Et en fait, on le voit dans le cas de catastrophes naturelles. La première, en fait, spontanément, le premier geste qui vient, les premiers sentiments qui viennent, c'est l'entraide. C'est ce qu'a montré les travaux de Pablo Servigne. Ça s'est vérifié récemment dans la vallée de la Roya après la tempête Alex, etc. Donc, je pense qu'il faut, en tout cas, moi, j'ai foi en l'humanité, et je pense qu'il faut continuer à avoir foi en l'humanité et qu'il faut justement aussi, d'une certaine manière, communiquer beaucoup plus là-dessus que sur le reste. Parce que je pense que, en fait, d'une certaine manière, la plupart des gens sont plutôt accueillants, ont envie d'aider, etc., etc. Et qu'aujourd'hui, on a une société où on a créé tellement de haine, on a tellement en fait, on a essayé de trouver des boucs émissaires pour tous les problèmes, etc., etc. Et que donc on a monté en fait des clans les uns contre les autres. Et on le voit aussi bien sur les questions de racisme, etc., mais que sur les questions écologiques. Emmanuel Macron l'a fait aussi dans son quinquennat. Quand il oppose en fait les pourvoyeurs de l'écologie du mieux aux Amish avec leurs lampes à huile, c'est extrêmement violent. Et donc c'est ça aussi qui crée quelque chose qui va être contre les écolos avec leur écologie punitive, etc., etc. Donc je pense qu'il y a vraiment une nécessité aussi à dialoguer à nouveau pour faire face à toutes les crises qui arrivent. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Non? On va aller vers la fin de notre table ronde. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous avez des questions dans le public? Allez-y, si vous en avez. Très bien. Merci beaucoup. D'ailleurs, je m'appelle Wael. J'ai fait école de commerce. J'étudie comme un sales ops analyst, donc c'est pas du tout mon délire. Mais en même temps, je milite pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon, donc voilà, je suis de gauche. mais oui, je milite pour Mélenchon, mais en même temps, je suis anarchiste. Mais c'est pas le sujet. Donc c'est contradiction. Mais en fait, je voulais juste parler un peu d'espoir, parce que vous toutes, à mon avis, pour moi, c'est beaucoup d'espoir, parce que pour moi, vous représentez tous les types de luttes qu'on pourrait avoir, tous les fronts de lutte qu'on pourrait avoir. Donc, l'action directe, le journalisme, du coup, l'information, et puis la justice. Puis il y a beaucoup d'autres axes où on peut militer, quoi. Donc, oui. Donc, si vous pouvez juste me parler, qui était vraiment votre source d'inspiration, parce qu'on est toujours dans la dépression, l'éco-anxiété, dans le mouvement écologiste. Et voilà, un peu de ça. Merci. Allez-y, n'hésitez pas. Je vais prêcher pour ma chapelle, mais je trouve qu'effectivement, moi, j'ai déjà été engagée et j'ai déjà travaillé pour d'autres associations. Mais ce que je trouve très fort avec cet outil du droit, c'est qu'en fait, il y a un côté objectif dans le droit qui fait qu'on n'est pas obligé d'essayer de convaincre des politiques ou des décideurs économiques qui sont complètement matraqués idéologiquement. Il y a un côté, en fait, le juge, il va aller regarder ce qui existe dans le droit, ce qui est déjà là. Et en fait, bien souvent, bien sûr, il y a des tonnes de choses à améliorer dans le droit et dans les règles du jeu un peu officielles et actuelles. Mais il y a en fait déjà beaucoup de choses qui viennent de combats précédents. Notamment, par exemple, la loi sur le devoir de vigilance. C'est une loi qui est unique au monde, qu'on a la chance d'avoir en France. Elle est là, c'est un outil dont on peut se saisir, mais c'est pas appliqué. Et c'est une loi qui, si elle était appliquée,
obligerait toutes les entreprises du CAC 40 ou les grosses entreprises qui ont des activités en France tout au long de leur chaîne d'approvisionnement et de valeur, de faire en sorte d'identifier tous les risques pour les droits humains et pour l'environnement, donc c'est extrêmement large, et de s'en prémunir. Donc en fait, juste de faire ce qu'on aimerait qu'ils fassent, et cette loi, elle est là, elle est juste pas appliquée, mais en fait, si elle était plus connue, et s'il y avait une volonté et un courage politique derrière, en fait, de rien que donner le nom des entreprises qui sont soumises à cette loi, ce genre de choses complètement logiques et qui se font d'habitude avec toutes les lois, en fait, ce serait déjà un outil super puissant. Pareil sur la question du greenwashing. Là, récemment, on a de nouveau attaqué Total en justice, c'est un peu notre petit préféré, sur la question du greenwashing. Et en fait, dans le droit, il y a des choses qui rendent le greenwashing illégal. Il suffisait juste en fait de juristes un peu barrés pour aller le chercher, pour l'argumenter et pour le déposer devant un tribunal. Et si ça marchait, en fait, toutes les communications, toutes les pubs, etc., qu'on voit passer et qui font partie aussi du problème, en fait, elles disparaîtraient presque du jour au lendemain. Et ça, ce serait déjà quelque chose en fait, qui, pour moi, me donne pas mal d'espoir de se dire qu'il y a déjà des outils qui sont là et que si on arrive à s'en saisir, en fait, on peut avoir un impact sur certains trucs assez rapide. Merci beaucoup. Est-ce que vous vouliez... Oui, oui. Vraiment, j'ai l'impression que ce qui m'inspire beaucoup, c'est vraiment juste tous les jours de militer avec les activistes écolos. J'ai vraiment l'impression d'être hyper chanceuse, d'être entourée de personnes magnifiques comme ça tous les jours. J'ai l'impression qu'on est un mouvement qui est de plus en plus solidaire. Là, il y a la semaine dernière, donc on était au Méga Bassine où il y avait, c'était une manif qui était plutôt familiale et festive, mais il y avait des actes de sabotage qui étaient prévus. Et le fait de voir des paysans, juste des activistes écolos et aussi des familles qui sont juste révoltées contre ces projets, tous ensemble en train de déterrer des canalisations qui vont être reliées à une future bassine et donc de faire un truc qui est quand même un peu vénère tous ensemble, et qu'à côté, il y ait les potes plutôt qui souvent sont en tête de cortège ou en train justement de les protéger de tous les flics qui avançaient vers eux. En fait, ce genre d'image hyper puissante. Je suis heureuse qu'on arrive à ce genre de moment-là. Et c'est vrai qu'on oublie aussi l'histoire des luttes. Et quand on se penche sur l'histoire de la lutte écolo, j'ai l'impression qu'il y a des paquets de figures inspirantes quand on voit des mouvements comme Earth First ou le Front de Libération de la Terre. Julia Butterfly, qui dans les années 90 est restée 2 ans en haut d'un séquoia pour le protéger, dans tout ce mouvement justement d'activistes pour les forêts aux États-Unis. Il n'y a pas longtemps, je parlais à un petit vieux à Vittel qui se bat depuis 10 ans contre la privatisation de l'eau, qui s'est dit allez, on va louer un tractopelle et on va déterrer une décharge sauvage qu'ils ont fait dans les années 80. Et ce nombre de personnes qui font des trucs offensifs totalement fous et qui prennent beaucoup de risques en fait pour faire avancer la lutte. Il y en a des paquets et c'est trop chouette. Et je pense que t'es clairement pas le seul à être un art et à avoir repris ta carte électorale pour Jean-Luc Mélenchon. J'ai l'impression que c'est l'épidémie, ça me fait beaucoup rire. Ah oui. Ouais, dernière question, parce qu'après, il faut vraiment... Pardon, si je peux ajouter juste Oui. une mini-chose. Oui, Moi, ce qui me donne espoir, c'est aussi le pouvoir de la société civile de plus en plus fort et les médias indépendants. Les grands médias ont refusé d'organiser un grand débat sur l'écologie. Et il y a des ONG qui l'ont monté. Moi, j'ai eu la chance de le co-animer. Et en fait, on a réussi à avoir quand même un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle. On a fait plus d'1 million de vues. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Donc, en fait, on arrive petit à petit à ringardiser aussi ces grandes structures qui ne veulent pas bouger. Et aussi, sur la question des médias indépendants, ce qui me donne espoir, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de médias indépendants qui parlent d'écologie, qui parlent de tous ces combats-là, et qui ont en fait un public de plus en plus grand. Blast, en même pas 1 an, aujourd'hui, on a 500 000 abonnés sur notre chaîne YouTube, et il y a des gens qui nous arrêtent dans la rue pour nous dire merci. Et c'est incroyable. Moi, ça me donne énormément d'espoir, en fait, ça. Et je pense que là-dedans, il ne faut pas oublier votre rôle à vous, en tant que citoyenne, que citoyen. Moi, je le dis en permanence, quand je dis aux gens, mais ça vous arrive de commenter des vidéos YouTube, ils me disent non, jamais. Je leur dis, mais commence à le faire, s'il te plaît. Parce qu'en fait, parce que c'est comme ça que nos contenus vont émerger. On est obligé de jouer, malheureusement, aujourd'hui, avec cette grande machine des algorithmes. Donc, s'il vous plaît, quand vous voyez des articles, des vidéos qui vous ont appris quelque chose,
partagez-les sur vos réseaux sociaux. Si vous n'aimez pas les réseaux sociaux, partagez-les par mail, appelez vos amis pour en parler. Et n'oubliez pas de mettre juste un petit commentaire, un petit like. C'est bête, mais c'est ça aussi qui fait qu'on va pouvoir émerger, qu'on va pouvoir ringardiser les grands médias et que justement, ils vont être obligés de parler d'écologie puisqu'ils vont se rendre compte que ça marche et que les gens le veulent. Merci beaucoup. Je suis désolé, je pense qu'on va devoir vraiment arrêter là. Je suis désolé. Oui, allez, une dernière question. T'as la main de... Non, et c'est juste parce que vous êtes dans vraiment l'écologie honnête, même si c'est dans de l'écologie de sabotage ou de désobéissance civile. Mais je me disais, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas un peu les leviers d'action, par exemple des lobbies, parce qu'on sait qu'il y a des lobbies super forts à l'Assemblée, genre le lobby du cochon ou le lobby du sucre, par exemple. Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas à reprendre un peu les techniques qui marchent de ces lobbies, un peu malhonnêtes, de rapprochage, par exemple, de se rapprocher des... Ouais. Voilà. Bon, moi je pense qu'on peut arrêter sur ça, cette table ronde. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Je laisse le mot de la fin, peut-être. Le mot de la fin à mes collègues. Désolée, c'est les gens relous qui viennent avec leurs remerciements. On va faire ça vite parce que tout le monde a froid, tout le monde voudrait rentrer chez soi. J'avais d'ailleurs très envie de faire une blague à la Pascal Pro. Réchauffement climatique, il fait quand même super froid. Mais non, parce que c'est pas drôle, du coup. Désamorce. Du coup, on veut déjà tous et toutes vous remercier d'être venus. On remercie l'équipe de combat qui a organisé cette conférence au pied levé, cette journée, pour que vous puissiez être là. Donc Marius, qui a eu l'idée du numéro, il faut rendre à Marius qui appartient à Marius. Ouais. Martin, Pierre, ici présent. Pierre présent. Voilà. Pablo qui est juste ici. Toi qui aussi. Est-ce que j'oublie ? Moi. Et il y a aussi Adrien. Adrien et Charlotte, notre présidente, qui n'a malheureusement pas pu être là. Voilà. On pense très fort à elle. Vous pouvez l'applaudir d'ailleurs. J'adore, ça donne un pouvoir immense, un micro, vraiment. Et on remercie la base aussi. Et Agathe également. Oui, Agathe, notre stagiaire. Agathe, notre stagiaire préférée. Parce qu'on lui fait vraiment faire des cafés, mais en vrai, elle travaille. Oui. Et on remercie la base aussi. On rappelle à toute force utile que si vous avez un super local à leur proposer, parce que ce lieu va bientôt fermer malheureusement, c'est vraiment avec plaisir qu'ils accepteront vos propositions. Ouais, les bénévoles de la cafétéria et de la captation. Ouais, t'as raison. Wow. Vous voyez qu'on a besoin d'un Marius, vous avez besoin d'un Marius dans votre vie. Et vous pouvez les applaudir, toutes ces personnes. J'adore, vraiment j'adore. Et donc là, c'est le petit moment un peu sérieux. On rappelle que Combat, c'est un média indépendant. Et c'est important, les médias indépendants, parce que malheureusement, malgré toutes nos sollicitations, Bernard Arnault n'a pas voulu nous racheter. Voilà. Donc c'est vraiment dommage. Non, c'est une blague, bien évidemment, qu'il garde cet argent pour payer ses impôts, d'ailleurs, pour être sympa. Oui. Ouais. Du coup, ouais, on vous invite, si vous le souhaitez, à commander notre numéro qui arrivera chez vous dans la semaine parce qu'on déteste notre imprimeur. Notre futur ex-imprimeur, d'ailleurs. Voilà. Que les numéros S'il le regarde, on le salue. Et les numéros ne sont pas arrivés à temps, mais vous avez un échantillon juste ici. Et sachez qu'on vous le fait arriver dans votre boîte aux lettres. Donc, je vous jure, on est sympa. Et le numéro fait 100 pages avec plein d'engagements, plein de sujets qu'on aurait voulu voir abordés dans les élections présidentielles qui n'ont pas été abordés, avec des initiatives trop chouettes, des interviews au pif de Paloma, ou aussi de Alexia Boucherie qui travaille sur toutes les problématiques autour du consentement et du flou autour des violences sexuelles. Donc ça parle d'écologie, de féminisme, de handicap, d'éducation, des universités, de prison, de psychiatrie. Tu veux monter d'autres sur thèmes scène, dans la toi salle. Enfin, en tout cas, on va pas tout vous spoiler parce que achetez-le. Et là, je dis pas uniquement ça parce que je suis trésorier, mais un peu quand même.
Si tu dis ça, parce que Si je dis carrément ça parce que je suis trésorier. Mais vraiment soutenir un média indépendant, c'est important. Alors on sait que 15 €, ça peut être beaucoup, parce que c'est quand même pas rien, 15 €. Mais 15 €, c'est aussi le fruit parce qu'en fait, on sort un numéro tous les trimestres. Mais en fait, à partir du moment où on a sorti le numéro 6, on avait déjà commencé à bosser sur le numéro 7. Donc déjà, on avait commencé à réfléchir aux articles, déjà, on avait commencé à contacter les personnes, déjà, on avait commencé à faire tout ça. Et on est toutes et tous bénévoles sur ce projet-là. Et on Donc- vit grâce à vous, littéralement. Ouais. Non, on Pas vit encore, pas, mais on vit pas. la balle est dans votre camp. Raison de plus pour nous soutenir. Nous sommes une association et nous allons tenter prochainement de devenir une coopérative. Oui. Merci d'avoir tenté, Martin. Martin a tenté en applaudissement, mais il s'est retrouvé seul. Applaudissez pour Ah Martin. là. En tout cas, merci à vous parce que c'est vraiment en passant des journées comme celle-ci que ça nous redonne espoir à nous aussi et qu'on se bat pour continuer. Donc même si vous n'avez pas les moyens, on vous informe quand même que vous pouvez commander le numéro en PDF à moitié prix et que vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on sort des articles tous les jours et que ces contenus sont pour la plupart le fruit d'un travail gratuit et bénévole de personnes engagées qui prennent du temps sur leur soirée, / leur week-end, / leur nuit. Slash leur vie, en fait, concrètement. Ça, ouais, Ouais. c'est ça. Donc on aimerait bien à terme pouvoir que ce soit notre travail, tout simplement. Voilà. Donc voilà, soutenez les médias indépendants. Et merci vraiment à toutes et à tous. Et dernière chose, on est pas mal, quand je dis on, notamment Marion, Pablo et moi, à partir en train juste après. Donc une des choses, je vous demande pas de nous ramener jusqu'au train, c'est pas vrai du tout, mais est-ce que les personnes qui seraient présentes pourraient, s'il vous plaît, ça devient très long donc je vais aller vite, nous aider à ranger la salle, juste aider à brasser quelques chaises, quelques tables, on est pas mal, vous avez été une commander le trentaine numéro. aujourd'hui quand même, sans compter les personnes Demandez sur les le réseaux sociaux, numéro. ce serait très cool et je m'arrête maintenant parce que je n'ai plus de 40, souffle. 40, 40.